Baiser. Mon père aimait baiser. Jamais je ne le vis, mais ça se voyait. Si on observait bien mon père, ses yeux qui souriaient en même temps que sa bouche, la sensualité virile de ses mains, de ses bras, de ses pieds, de ses jambes. Si on prêtait bien attention à la vivacité malicieuse de ses réparties, à son éternel humour à double sens, on comprenait que ce géant aimait baiser. Je savais, sans savoir. Quand mon père me soulevait dans les airs comme si j'étais une petite chose, ou qu'il me portait à califourchon sur ses épaules, je me sentais toute faible face à cette force absolue, dominée et possédée par elle. Je me souviens des conversations entre femmes que j'entendais. Je n'étais pas en âge de comprendre, pensait-elle. Aussi parlait-elle librement de ses frasques dans les quartiers indigènes avant l'arrivée de ma mère et des héritiers mulâtres qu'il y aurait semés avant son mariage. Ces escapades dans les paillotes auraient été assez fréquentes. Parce que mon père, on le sait déjà, aimait baiser. Parce que les épouses des colons, quand elles se retrouvaient, parlaient de ces traînées de négresses et de la facilité avec laquelle elles faisaient des gosses sans arrêt, parce qu'elles étaient très ouvertes et qu'elles aimaient ça. Elles faisaient alors allusion à mots couverts, aux soi-disant caractéristiques des organes sexuels masculins des Noirs, et revenaient sans cesse au fait que les négresses aimaient faire ça. Et ces propos avaient toujours pour moi une odeur de soufre. Il éprouvait du plaisir à vivre, il aimait manger, boire et baiser, ça je l'ai déjà expliqué. Mon père respirait cette fête des sens. Lourenço Marques, dans les années 60-70 du siècle passé, était un vaste camp de concentration aux odeurs de curry. À Lourenço Marques, nous nous installions sur une belle terrasse, dans un restaurant chic ou plus simple, peu importait, à toute heure de la journée, pour déguster le meilleur whisky avec soda et glaçons et nous régaler de crevettes. Les serveurs étaient des nègres et nous leur laissions un pourboire s'ils avaient souri de toutes leurs dents, fourni un service rapide et qu'ils nous appelaient patron. Je dis « nous » parce que j'y étais. Aucun blanc n'aimait être servi par un autre blanc, car tous deux savaient que le pourboire devrait être plus conséquent. Mon père, qui eut pour mission d'électrifier la Lourenço Marques de l'époque, n'avait jamais voulu d'ouvriers blancs parce qu'il aurait dû les payer les yeux de la tête. Un blanc, ça revenait cher, parce qu'un blanc, on ne pouvait pas le cogner, qui n'était pas fait pour passer des gaines et des câbles électriques dans les murs. Un blanc, c'est fait pour être chef, c'est fait pour donner des ordres, surveiller, faire bosser les paresseux qui n'en fichaient pas une et qu'il fallait sans cesse houspiller. Ce que j'entendais à table, c'est que ces salauds de nègres n'aimaient pas travailler. Il leur suffisait de gagner de quoi boire et manger pour la semaine suivante, boire surtout. Après, ils se traînaient dans leurs paillotes, étalés sur leurs nattes pouilleuses, à cuver leur eau-de-vie de canne, tandis que les négresses travaillaient pour eux, leurs enfants dans le dos. Les Blancs avaient plus de respect pour les femmes des Noirs, beaucoup plus que pour leurs hommes. Il arrivait souvent à mon père de donner un peu d'argent en plus aux femmes, quand il allait chercher ses gars dans leurs paillotes et qu'il les trouvait noyés dans l'alcool. Un peu d'argent pour qu'elles mangent, pour qu'elles nourrissent leurs enfants. Le noir était tout en bas de l'échelle. Il n'avait pas de droit, sauf celui à la charité, à condition de la mériter. D'être humble, de sourire, de parler tout bas, la colonne vertébrale légèrement courbée vers l'avant et les mains jointes, comme s'il priait. C'était ça, l'ordre naturel immuable qui régissait les relations sociales. Le nègre servait le blanc, et le blanc commandait le nègre. Au Mozambique, c'était facile pour un blanc d'éprouver du plaisir à vivre. Nous étions presque tous patrons, et ceux qui ne l'étaient pas avaient l'ambition de le devenir. Pour atteindre ce but, on avait toujours sous la main beaucoup de nègres, tous fainéants au départ, abrutis, incapables, qui voulaient du travail, qui exécutaient ce qu'on leur ordonnait de faire sans lever les yeux. D'un nègre dévoué, fidèle, qui enlevait sa casquette et courbait l'échine sur notre passage, à qui l'on pouvait confier maison, enfants, que l'on pouvait laisser seul sans crainte pour nos biens. On disait que c'était un bon boy.
On lui trouvait un uniforme kaki, des sandales, on lui donnait de notre nourriture, il mangeait sur la table du jardin ou à la cuisine, et quand les vêtements du patron étaient élimés, on lui en faisait l'aumône dans un élan de générosité. Personne ne voulait perdre un bon boy. Les nègres commençaient à mendier du travail à nos portes dès leur enfance, garçons et filles. Ils frappaient à l'entrée, nous ouvrions, et apparaissaient des enfants dépenaillés, pieds nus, la morve au nez, affamés, avides de manioc, qui bredouillaient les rares mots qu'ils connaissaient. Travail, patron. Des enfants de mon âge ou plus jeunes encore. J'ouvrais la porte à ces petits mendiants et je les fixais sans mot dire. Je ne comprenais pas. J'appelais ma mère qui les chassait aussitôt. « Fiche le camp, on n'a rien pour toi. » Et je retournais dans ma chambre et continuais à lire Dickens ou n'importe quel autre auteur. Je ne comprenais pas. Le plaisir de lire un livre atténuait les humiliations et il était bien plus vif que celui de jouer seul avec les animaux ou de livrer des combats imaginaires au rosier du jardin. Un livre offrait un monde différent dans lequel je pouvais entrer. Un livre était une terre de justice. Entre le monde des livres et la réalité, il existait une distance colossale. Les livres pouvaient contenir du sordide, de la méchanceté, de la misère extrême. Mais à un certain moment, surgissait une forme de rédemption. Un personnage se révoltait, luttait et mourait, ou alors il s'en sortait. Les livres me montraient que dans le pays où je vivais, il n'existait aucune rédemption. Que ce paradis, aux interminables couchers de soleil couleur saumon, aux odeurs de curry, à la terre rouge, était un énorme camp de concentration pour les Noirs sans identité, dépossédés de leur corps et donc sans existence. Rien dans mes livres, aussi loin que je me souvienne, n'était raconté en ces termes. Mais c'est ce que j'y ai lu. Celui qui, un jour, avait regardé les yeux des Noirs, sans filtre, sans intention de se défendre ou d'attaquer, lorsque ces hommes perçaient les murs nus des immeubles des Blancs, ne peut oublier ce silence, ce glaçant bouillonnement de haine et de misère crasse, de dépendance et de soumission, de survie et de souillure. Il n'y avait pas de regard innocent. Quand je me comparais aux petits enfants noirs dépenaillés qui rôdaient à notre porte, qui rôdaient autour des restaurants où l'on mangeait des crevettes grillées, arrosées de citron, de pili-pili, du poulet à la cafre, je croyais que j'étais riche, comme les riches dans les histoires de Dickens. Moi, j'avais tout, eux, rien. Mon père m'expliquait que ce n'était pas vrai. Nous n'étions pas riches, nous étions des gens modestes. Je regardais notre arrière-cuisine qui regorgeait de provisions et tout cela me semblait bien au-dessus de la condition de gens modestes. Étrange concept. Il y eut toujours de la nourriture en abondance à la maison, ce qui m'éclaire sur le passé de mon père. Cet homme qui parlait peu de lui, toujours en proie à la même faim vorace qui finit par le tuer. À Lorenzo Marquez, j'avais vécu dans des appartements décents et modestes. Seule la maison de Matola était plus vaste, spacieuse, comme celle des nouveaux riches. Ma mère travaillait beaucoup à son potager, elle plantait des légumes, elle s'occupait des bêtes, elle nettoyait sans cesse, sans arrêt et finissait sa journée sur les genoux. Mon père passait sa journée, du matin au soir, à dresser ses nègres par le travail. Et de temps en temps, il lui arrivait de fraterniser avec eux, de boire et de manger, tout cela avec le même naturel. Et dans ces moments-là, ils étaient égaux. Une fois le chantier achevé et le travail bien fait, dans ces moments-là, ils étaient des hommes que l'alcool unissait relativement.
Ainsi s'écoulait notre vie de gens modestes que je croyais être celle des riches. Ce n'est que bien des années plus tard, après avoir déconstruit 1000 fois la figure paternelle, que je compris que mon père avait raison. Nous vivions des revenus de son travail. Et lorsqu'après le 25 avril, vint l'époque sans loi et sans travail de la décolonisation, leurs économies permirent de tenir le temps de m'acheter un billet pour le Portugal, d'essayer de réparer le moteur de la Bedford. Entre-temps, il n'y avait plus de pièces et un dégoté relevait de l'exploit. Et de monter jusqu'à Songo pour trouver du travail à Cabrabassa. Nous avons toujours été des gens modestes. Maintenant, c'est clair. Et moi, je suis mon père, ce qu'il reste de lui. Les mangues pendaient lourdement des arbres en grappes, retenues par de longs fils verts, très grosses, rosées. Elles faisaient ployer les branches jusqu'au sol. Du point de jonction entre la mangue et sa tige coulaient des gouttes visqueuses d'une résine transparente. Les négresses vendaient les mangues par terre, en rangée, au bazar de Lourenço Marques. Les négresses vendaient tout par terre, quel que soit le lieu. Elles étalaient un vieux pagne et faisaient des petits tas de tomates, de racines, de mangues, de cacahuètes. Tout ce que les négresses vendaient provenait des terres qu'elles cultivaient, mais qui ne leur appartenaient pas. Et tout était bon à manger. Les négresses vendaient pour se nourrir, elles et leurs enfants, ainsi que les hommes, qui n'appartiennent jamais à personne. Un blanc et un nègre n'étaient pas seulement de races différentes. La distance entre les blancs et les nègres était équivalente à celle qui existe entre différentes espèces. C'étaient des nègres, des animaux. Nous étions des blancs, des personnes, des êtres rationnels. Eux travaillaient pour le moment présent, pour l'eau de vie de Cannes du jour d'aujourd'hui. Nous, pour pouvoir nous payer la plus belle urne funéraire, la plus belle cérémonie le jour de nos funérailles. Une blanche ne vendait pas de mangue à d'autres blancs, sauf en gros, pour qu'ils les écoulent au détail. Une blanche ne vendait pas de mangue par terre, devant sa porte. Mais moi, j'étais une petite colon nègre, fille de blanc, une petite noire blonde. Et la petite colon noire que j'étais vendait ses petits tas de mangues devant le portail de sa ferme. 3 mangues, plus une, perchées dessus. 4 mangues, 50 centimes. Je savais que ça n'était pas cher, mais il fallait dissiper la méfiance des Noirs qui passaient à pied après leur journée de travail et qui découvraient la petite colon assise par terre, les jambes croisées, tout à son petit négoce de mangue posé sur un cajot retourné qui lui servait d'étal. Il fallait un prix très attractif pour qu'ils osent surmonter leur peur et s'approcher de la fillette blanche, noire, comme eux. « C'est combien ?» demandait-il de loin. 50 centimes. Alors, il s'approchait, hésitant, surpris, mais souriant. Je me souviens du grand sourire des Noirs, leur sourire entier, leurs dents très blanches, à force de mâchonner des racines. Et ils achetaient. C'étaient les meilleures mangues de mon manguier, très grosses, juteuses et pulpeuses, à souhait, très colorées, roses et saumon. 50 centimes seulement. Les 4. Vendre des mangues devant le portail, en cachette de ma mère, était un acte de désobéissance dont je ne comprenais pas la raison et que je ne pouvais m'empêcher d'accomplir. C'était être ce que j'étais né. Le nègre s'appelait Manjacaz. Je ne sais pas où il vivait, s'il avait une femme et des enfants, mais j'imagine que oui.
et qu'il devait habiter une paillote à 2 ou 3 heures de marche de Lourenço Marques. J'imagine que pour prendre son service à 7 heures du matin, il quittait sa paillote à 5 heures et qu'il parcourait tout le chemin en respirant la première brume laiteuse qui s'élevait du sol après le lever d'un soleil vaillant et encore frais à cette heure-là. Mangiacase était le domestique de l'immeuble Lobato. Il descendait toutes les ordures des 7 étages du bâtiment, dans de grands bidons qui avaient servi à stocker l'essence. Je ne sais pas où il allait les porter. Nous ne voulions pas le savoir. Nous étions blancs. Ce que les nègres faisaient de nos ordures, on s'en fichait du moment qu'elles disparaissaient. Mangiacase était apprécié des habitants. Mes parents lui donnaient toujours les morceaux de pain de la veille, les restes de nos repas, les habits troués, usés, que nous ne portions plus. De temps en temps, parce que nous étions de bons catholiques, à Pâques, Noël et Mardi Gras. C'était une bouteille de vin ou d'eau-de-vie, quelques beignets faits par ma mère. Nourriture, boissons, vêtements étaient offerts avec altruisme aux bons nègres. Aux nègres qui courbaient le dos et la tête, faisant une révérence quand ils nous voyaient et qui étaient tout simplement bons. Un bon nègre. Je revois Mangiacase très nettement, ses mains sèches et calleuses placées devant ses jambes, les doigts entrelacés quand il remerciait. « Merci beaucoup, patron. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, mademoiselle. » Et il faisait une courbette. Mangiacase était bon. Les yeux de Mangiacase, légèrement jaunâtres, étaient bons. Jamais il ne parlait fort, jamais il n'élevait le ton. Il souriait, toujours. Je le revois sortir les bidons d'ordures de l'ascenseur de service. Je peux décrire comment il les faisait rouler en les poussant dehors, jusque dans la rue. Toujours par l'ascenseur de service. Le seul qu'il utilisait pour monter et descendre, alors que c'était lui qui dépannait tout le monde, qui résolvait les problèmes des 7 étages de l'immeuble Lobato. « Mangiacase, monte chez nous, on a quelque chose pour toi. »« Merci beaucoup, madame. » Toujours un mot gentil. Mangiacase m'aida à croire en l'espèce humaine, en ceux qui, bien qu'humiliés dans la hiérarchie sociale, conservaient leur dignité en toutes choses et l'érigeaient en valeur, en bien invisible et sacré. En ce temps-là, je croyais encore en tout et je ne pouvais pas prévoir que j'allais tout perdre, que je m'étais trompée sur toute la ligne, surtout sur les autres, sur moi, sur la normalité, que je m'étais trompée année après année, comme si j'étais née avec une tache. Mangiacase avait des airs de grand-père. Ah, si j'avais pu m'asseoir sur ses genoux et écouter ces histoires de nègres, comme si c'était possible en ce bas monde. Un noir ne touchait pas une blanche, même comme l'aurait fait un grand-père. Aussi ne pouvions-nous qu'échanger des sourires, sans rien dire. Je n'avais jamais frappé personne ce jour-là. Je lui donnais une gifle parce qu'elle m'avait énervée, parce qu'elle n'était pas de mon avis, parce que c'était moi qui savais et qui commandais, et même que j'avais raison, parce qu'elle avait menti, parce qu'elle m'avait volé ma gomme. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Pourquoi? Je lui avais flanqué cette maudite gifle, mais je l'avais fait. À l'école spéciale, à la récréation du matin, j'étais adossée au mur extérieur de la salle du CMA, un mur blanc. Elle, c'était Marilia. Ce fut prémédité. Je m'étais dit avant, si elle recommence à m'énerver, je la frappe. Je pouvais parfaitement la frapper en toute impunité. C'était une mulâtre. La gamine encaissa, sans vaciller, immobile. Elle porta la main à sa figure, sans souffler mot, me fixant d'un air étrange et offensé, sans esquisser un geste de vengeance. Je lui dis « Tu as ton compte », puis je m'éloignai vers le fond de la cour, pleinement consciente de l'infamie que je venais de commettre, cet abus de pouvoir que je ne comprenais pas et que je n'approuvais pas, non pas à cause de la gifle,
mais parce que c'était tombé sur Marilia. Marilia était une cible facile. Elle ne pouvait rien contre moi. Elle irait se plaindre et après, moi j'étais blanche. Laquelle des deux pouvait chanter victoire dès le départ? Je me sentis très mal. Après. L'épisode m'avait laissé un goût amer. Frapper les plus faibles, ce n'était pas chrétien du tout. Jésus ne l'aurait pas fait. Je n'oubliais pas le visage fin et la belle chevelure crépue de Marilia. C'était une mulâtre et elle ne pouvait pas me frapper. Je ne me souviens pas si après je lui avais demandé pardon. Je ne crois pas. Les chemises de mon père étaient toujours blanches. C'était un samedi après-midi. Ma mère était restée à trimer comme une esclave à son potager, à soigner ses lapins qui avaient la gale, à repiquer des plants de navets dans des rigoles qu'elle creusait elle-même dans la terre, la négresse. C'était un samedi après-midi, après le repas, dont l'alchimie était son œuvre. C'était après avoir mis des vêtements propres, et mon père aussi, comme tous les jours. Un samedi après-midi où la lumière dorée caressait les épaules, où une légère brise marine soufflait dans les cheveux. 30 degrés et quelques. La poitrine se soulevait doucement. Les narines s'ouvraient et se fermaient lentement. C'était le sud. On respirait. J'étais assise dans la Bedford blanche que mon père conduisait sur la route de Matola en direction de Lourenço Marques, quand une mandarine mûre ouvrit sa corolle de quartier dans mon cerveau. Une révélation, un miracle, en une fraction de seconde, sans explication. Je lus à voix haute et d'une traite la publicité peinte sur les murs des immeubles. Singer votre machine à coudre, buvez Coca-Cola, pile Tudor, avec luxe, le parfum en plus, bière, 2M, tout ce qu'on aime. Juteuse, la mandarine ouverte, fleur éclose dans mon cerveau, était sucrée. Je dis à mon père, je sais lire. Il me sourit. Tu es mon trésor. Il ne le dit pas, il pensa. Tu es tout pour moi. Mon père portait une chemise en coton fin, très blanche, fraîchement lavée, repassée avec zèle par ma mère, trop serrée sur le ventre, sur le point de craquer. Les yeux, la peau de mon père, cuivrée, brillait, éclatante. Les yeux brillaient aussi. Le sourire de mon père s'offrait sans effort, sans rien dissimuler. Le soir, il rentrerait à la maison, la chemise noire de taches, parce que mon père touchait et se laissait toucher par la poussière, le charbon, les oranges, par moi. Ce jour-là, elle était impeccable. Sur la pochette de la chemise, on pouvait distinguer une trace de tache d'encre d'un stylo qui avait coulé. 3 fois rien, 1 millimètre. Impeccable. Cet après-midi-là, j'étais heureuse. Nous irions nous promener aux Zambie. Il m'emmènerait manger des yaourts dans la Baïcha, ou peut-être irions-nous déguster une fricassée de gésier au sabier. Il me laisserait goûter à sa bière, dans son verre, ou à un penalty, un tricot fait. Il me lâcherait la main et je pourrais courir et respirer toute seule, sans entrave, un peu. Respirer profondément. Respirer l'air aigre doux de sueur, de pollen et de cacahuètes grillées. Parce qu'aux côtés de mon père, aucun nègre ne se risquerait à me voler. Une peur constante. Personne n'allait me voler ni m'importuner. Une faute dont je serais moi-même accusée parce que mon sourire était trop pur. Mon père était là. Et ses mains étaient comme des pattes d'ours.
Il me raconterait des histoires de jeunesse en métropole, celle du nuage qui s'était brutalement abattu sur lui sur la route d'Obidouche à Caldache et qu'il avait essayé de fuir en courant à la même vitesse et dans la même direction parce qu'en fin de compte, il n'avait pas pu le dépasser. Toujours la même histoire. Pourquoi celle-là? Sa mémoire? Non, la mienne. Ces histoires ridicules pour me faire rire et comprendre involontairement qu'il est doux d'être ridicule, de n'être qu'une personne ridicule, d'être une pierre, un pain sorti du four, être noblement ridicule. Je lui dis « Papa, ça y est, je sais lire ». Et j'appuyais ma tête en arrière sur le dossier du siège, les yeux fermés, respirant les embruns qui venaient du côté droit de la route, des marais qui entouraient la société Sonneffe. Mes muscles tendus en permanence se relâchèrent. Il n'y avait maintenant plus de guerre en moi et je pouvais me détendre. Les règles de la lecture avaient soudain fait sens, pour la seule raison que la mandarine obstinée avait décidé de s'ouvrir totalement dans mon cerveau, comme un poulpe déployant ses tentacules. Je savais lire, ça avait été difficile, mais maintenant, ce miracle de lire, ce tour de magie si fulgurant dans mon cerveau, comme si quelqu'un avait agité à distance une baguette et prononcé des formules mystérieuses, m'avait délivré d'un sortilège. Ce samedi après-midi, même si mon corps était encore prisonnier et que les murs autour de moi restaient infranchissables de toutes parts, je pris possession de l'outil qui me servirait à creuser le chemin de ma liberté. Dès lors, je devins, peu à peu, lentement, la pire ennemie de mon père. L'ennemi au fond de moi, muette, qui observe et écoute sans demander la permission, parce qu'elle est incluse en moi, qu'elle fait partie de moi. Dès lors, je devins, peu à peu, la taupe. Il me fallut bien des années pour comprendre que le fait de savoir lire, qui m'avait fourni la clé permettant de décoder les secrets, m'avait transformé, contre leur volonté, en une taupe qui allait ronger toutes leurs racines, lentement, l'une après l'autre, jusqu'à les réduire en poussière. Mon père avait une chemise blanche et moi, son trésor, sa vie, je l'avais souillé de terre à jamais. La nouvelle du 25 avril ne nous parvint que le 26. Mon père l'a pris en fin d'après-midi, alors que nous étions sur la petite place au bout de l'avenue Latino Coelho à Lourenço Marques. Mais il est étrange que je situe ce souvenir à cet endroit, parce que nous étions allés habiter sur la petite place au bout de l'avenue Latino Coelho qu'après les massacres du 7 septembre de cette année 1974. La cohérence du temps et de l'espace s'estompe avec les années. Une chose est sûre, c'était bien arrivé. Une révolution s'était produite en métropole. La veille, c'était le chaos total. Marcelo Caetano s'était enfui au Brésil, le pays n'avait plus de gouvernement, les militaires occupaient la rue. C'était une république bananière, que se passerait-il dans les colonies ? Oui, c'était le chaos en métropole, et alors, le gouvernement avait changé de main, et tant mieux, car ceux qui étaient au pouvoir nous volaient tous les jours. C'était un coup des militaires. C'était bon pour nous. Ils allaient donner l'indépendance aux colonies. Ah, enfin, l'Afrique allait être à nous. Enfin, nous n'aurions plus à payer d'impôts à ces connards de la métropole. Maintenant, nous allions pouvoir prospérer et faire de notre terre une vraie Californie. Voilà ce qu'allait devenir notre terre, la Californie. La Californie, mais comme en Afrique du Sud. Les nègres bien en main, sous contrôle, sinon ils n'en ficheraient pas une.
Le 25 avril allait confier l'Afrique aux Blancs, et alors nous serions heureux. Après le 25 avril, on entendait parler plus librement de la guerre. Les terroristes étaient entrés dans la ville et il fallut expliquer et comprendre d'où venaient et qui étaient ces envahisseurs tout-puissants. Je compris que les colons souhaitaient l'indépendance, mais sous domination blanche. Éventuellement avec un partage des fonctions administratives laissées à quelques mulâtres éduqués, malléables. Le Frélimo, on n'en voulait pas. Cette terre, elle ne reviendrait pas aux Noirs ni à la métropole, mais aux Blancs qui y vivaient. Je les vois encore aujourd'hui, bercés par la même nostalgie. L'indépendance a été mal faite, et c'est la faute de Mario Suarez et d'Almeida Santos qui nous ont vendus et ont tout donné aux nègres. Je traduis, ce qu'ils ont donné aux nègres, c'est à nous qu'ils auraient dû le donner, et nous nous serions chargés de la négraille. Quand il confie, les yeux pleins de larmes sincères, « J'ai laissé mon cœur en Afrique. » Je traduis, « J'ai tout laissé là-bas, et j'avais une si belle vie. » Tu vas leur raconter ce qu'ils nous ont fait. La vérité, tu leur diras. Il disait que j'étais une femme maintenant. Le message était important. La négraille, ces derniers jours, tuait sans discernement. Elle emprisonnait, elle humiliait aveuglément. Nous nous sentions des morts en sursis. Il ne parlait plus du tout de pouvoir. Nous avions peur, c'était ça la vérité. La vérité de la fin. La vie d'un blanc, à la Lourenço Marques, était devenue un jeu de hasard. Le temps des blancs avait pris fin. Les jours qui suivirent le 7 septembre, la négraille se déchaîna et à Machava, à Infulene, à Matola, à Malangalene, partout, elle massacra, aveugle, tout ce qui était blanc. Les machimberos et leurs familles, les chats, les chiens, les poules, les perroquets, les vaches blanches. Et ils les laissèrent agoniser sur la terre qui se gorgeait de sang. Les poules noires, cafrines ou coupelées, furent épargnées. Les chats noirs aussi. Raconte qu'ils arrêtent, torturent, tuent sans savoir qui, qu'il n'y a pas de nourriture, que tout ce qu'envoie l'aide internationale va directement aux dirigeants du Frélimo et n'arrive jamais dans les magasins. Dis-leur que tout ce qu'ils entendent aux informations n'est que mensonge, qu'Almeida Santos et Mario Suarez sont des chiens qui nous vendent pour des clopinettes. Ils n'ont qu'à mettre Spinola, lui a de la poigne, c'est un dur, qui nous envoie Spinola. Dis-leur que nous n'arrivons pas à obtenir de visa pour l'Afrique du Sud, ni pour la Rhodésie. Que nous avons tout essayé et que nous devons rentrer. Qu'il nous faut trouver de la place sur un bateau pour embarquer nos meubles, mais il faut du piston. Dis bien à ta grand-mère, de gros paquets par la poste, espérant qu'il n'y aura pas trop de casse. Le bois d'ébène, qui là-bas vaudra cher, et les pièces en argent, leurs poids en argent, qu'elle garde tout là où il y aura de la place. Le grand ventilateur, la lampe de bureau de ton père, la machine à écrire, les vases en porcelaine, le service à thé chinois. « 1975, novembre, les vols de la TAP complets depuis des mois, quelle que soit la destination. Les jours qui précédèrent furent un tourbillon, les valises à double fond, les pantalons de la finesse vert pomme et jaune canari pour l'hiver portugais, si gris. Chaussettes, culottes, serviettes hygiéniques modestes, puis la manche longue, un lourd manteau de laine vert clair démodé, ajusté à la hâte. Lourenço Marques se vidait de ses blancs, riches et pauvres, depuis bien avant l'indépendance. Nous étions restés pour la fin. Mon père croyait en un retournement de situation, en une Afrique blanche, où les Noirs devraient s'assimiler, se chausser, aller à l'école et travailler. Les Noirs devraient nous sourire toujours et nous remercier de ce que nous avions fait pour leur terre,
ou plutôt pour notre terre, et nous servir évidemment parce qu'ils étaient noirs et nous blancs, et que c'était dans l'ordre naturel des choses. N'est-il pas normal d'habituer les chiens à leur collier et à leur laisse, ou de tuer un cabri pour le rôtir? C'était bien ça, l'ordre du monde. Mon père croyait en un mouvement de blanc, en un autre mouvement de blanc, après le 7 septembre. Une Afrique de blanc, oui, une Afrique de blanc, me répétait-il sans cesse. Parce que cette terre, voyez-vous, était à mon père. Mon père était tout le peuple mozambicain. Il le vivait avec force et rage. Il le clama jusqu'au dernier jour, écumant de fureur, refusant de baisser la voix devant un noir, de lui montrer ses papiers, ses titres de transport, de le vouvoyer, de lui tendre la main en signe d'acceptation de son autorité. Avec ou sans indépendance, un nègre était un nègre, et mon père fut un colon, jusqu'à sa mort. Le 20 et quelques du mois, ils bouclèrent mes valises et mes sacs. Et moi, je ne dis rien parce qu'une fille n'avait pas à exiger, elle n'avait rien à dire. Nous montâmes tous les trois dans la Bedford en silence. Moi au milieu, eux de chaque côté, et ils me conduisirent à l'aéroport par la piste qui venait de Matola Nova, le quartier Salazar. Mon père l'appelait le quartier Salazar. Je crois que ce fut la dernière fois que je me trouvais entourée par eux, entre eux. Dans ce silence, je révisais ma leçon. J'étais la messagère. J'emportais avec moi la vérité. La leur. La mienne aussi. Mais ils n'auraient jamais imaginé que je puisse avoir une vérité rien qu'à moi, sans l'ombre de leurs mains. Je révisais ma leçon. À l'aéroport de Lourenço Marques, dans les instants qui précédèrent le passage à la douane, je me souviens d'une porte vitrée. Quand on la franchissait, c'était sans retour. Et en cet instant où je franchis cette porte vitrée, après les baisers d'usage, un sentiment étrange que je ne parviens pas à contrôler. Un vide, je ne reviendrai plus jamais. Une chose qui se perd, un vide. Et cet amour, si enfoui, si évident pour mon père, qui me précipite dans ses bras, malgré moi, comme une balle qui le perfore et le vide de son sang, tandis que je ne cesse de pleurer, que je ne parviens pas à me détacher de son corps, de ses bras énormes, de son corps énorme, de ses mains énormes, de sa chair énorme, que j'embrasse et que je ne veux pas lâcher. Et je reviens en arrière, pleurant sans arrêt, agrippée à tout ce qui forme ce corps sacré, comme si c'était la fin du monde, et ça l'était. Et ma mère qui me secouait, qui avait honte, et moi qui avais honte, et tous ces gens, ne pleure pas ma fille, tout le monde te regarde, ne pleure pas, maintenant pars, tu vas être en retard. Et le corps doux, si doux, acide, en sueur de mon père, le corps chéri de mon père, sa chemise blanche et douce, acide et en sueur, trempée par mes larmes, que je ne comprenais pas, que je ne contrôlais pas. Et maintenant pars, maintenant pars. Il me poussa de l'autre côté de la porte vitrée. Il m'arracha de lui et me poussa de l'autre côté de la porte vitrée. Je me retournai et vis son visage défait. De l'autre côté à présent, ses deux mains ouvertes, plaquées contre la vitre, son sourire brouillé de larmes. Ses deux mains, semblables aux miennes, à ses mains de chair, qui écrivent maintenant cette phrase. Les mêmes. Pardon.